François Bon les carnets, alors ça fait drôle quand tu reprends là, après 2 semaines, juste 2 semaines, mais oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien d'arrêter tous ces trucs, de transférer la carte, reprendre le son, mettre dans et puis propulser. Mais c'est la grammaire, et puis c'est en le faisant, même dans le montage, là, tout ce temps-là de maturation, hein, que tu commences, c'est-à-dire comment tu parleras, qu'est-ce que tu vas faire, donc aucun regret. Et puis c'est une discipline qui m'importe. C'est quoi la discipline? C'est que si tu te dis pas, bon c'est pas long, enfin une journée, 24 heures, t'enlèves un petit bout pour le sommeil, un petit bout pour manger, un petit bout pour aller marcher organisé ou aller porter les bouquins. Bon, mais d'accord, mais ça veut dire que tu prends là 20-30 minutes, juste appuyer ce bouton rouge et hop là, c'est parti, tu descends toi, tu descends quoi? Tu descends là où justement où tu sais pas, mais c'est parce que tu le fais tous les jours, là, ce petit 20-30 minutes là, de ouvrir, eh bien, c'est ça qui te permet d'aller, toi, chercher ce qui, sinon, évidemment, ça part là, dans les petits carnets, tout ça, mais il y a plus de risques. Et puis après, qu'est-ce que c'est? 1 heure à bricoler, tout ça. Alors la discipline quotidienne, moi la discipline c'est pas trop mon truc, mais tant qu'on peut, on va tenter de le faire. Et l'industrie du livre, les rentrées littéraires, tout ça, bon, il y en a partout, c'est pas le problème. Mais l'aventure de lecteur, c'est un truc qui est secret, qui est personnel, c'est une sorte de mine, c'est des questions, c'est ces questions-là que je vais ouvrir. Et justement, là, comme là ces jours-ci, oh là, on se les est coulées douces, là, sur les routes d'Espagne, eh bien, reprendre un petit peu les livres, là, qui ont été les miens. Et le premier, la très grande surprise, alors vous savez, quand j'ai arrêté, là, tout début août, j'ai fait une petite série de relectures de textes de Robert Walser. Alors, Walser, il y a une suite de romans dans le début de sa vie, et justement, même là, Carl Selig, Promenade avec Robert Walser. Lui, ce qu'il connaît beaucoup plus, c'est les romans. Et puis, il y a un continent de nouvelles, de choses qui s'écrivent au jour le jour. Et ça, Selig, globalement, ne les connaît pas. Et si on leur avait dit à tous les deux qu'aujourd'hui, comment il serait célèbre, légendaire, Robert Walser, par ses petites proses écrites au jour le jour, finalement, plus que par les romans, aucun des deux ne nous aurait cru. Alors c'est un très beau livre qui est aussi chez Zoé. Il y a des photos. Dans les photos, c'est uniquement Robert Walser, mais elles sont faites par Selig lui-même. Selig, c'est quelqu'un qui à l'époque travaille dans les revues littéraires, journaliste, tout ça, et qui contacte Robert Walser, alors qu'en 1935, c'est-à-dire ça va s'étaler, ce livre-là, sur 18 ans, et enfermé dans un... Enfermé, non, c'est justement ça. Et en tout cas, il est hospitalisé dans un établissement psychiatrique à Hasenau. Alors Hasenau, c'est un endroit... Moi, j'ai traversé cet endroit en revenant une fois d'Autriche. Il y a le lac de Constance, il y a la ville de Zurich, et puis là, juste dans ces franges-là, ces collines, ces montagnes, c'est ce petit coin de Suisse où il y a cette... donc, finalement, plus près peut-être de Zurich que de Berne, qu'est l'hôpital où est résident, et il va l'être jusqu'à la fin de sa vie, Robert Walser. Donc en 1935, Selig le contacte pour faire une anthologie de ses textes. Au début, Walser, justement, il se défend, il résiste, il n'aime pas, c'est fini pour lui, cette vie-là. Mais il y a l'intercession de sa sœur, et puis commence alors la première visite, et puis une deuxième, et il va s'installer un rituel entre les deux hommes. Et là, moi, c'est peut-être ça pourquoi le livre m'a bousculé. Il m'a bousculé aussi fort que, vous savez, ces conversations de Kafka avec Gustav Janusz. Alors, Gustav Janusz, alors un jeune type qui raconte ses rencontres avec Kafka, tu peux dire... Ah oui, mais c'est parce que son père, c'est un collègue de travail à Kafka, et puis finalement, il y a tout cet aspect oral, ces conversations, ces balades. C'est un livre qui maintenant, pour nous, devient organique de l'œuvre de Kafka. Et je crois que n'est pas possible de lire
justement, c'est l'erreur où j'ai été, de lire Robert Walser sans maintenant lire en même temps ces promenades écrites par Carl Selig. Et Walser, c'est comme Hölderlin, vous savez, on a une écriture qui se fait sur une période brève, ouais. Et cette question de la brièveté, alors on a l'inverse. L'inverse, c'est Henri Michaud, de ses 20 ans jusqu'à ses 84 ans, quelque chose de continu. Mais dans le bref, par exemple, on a Howard Phillips Lovecraft, qui commence disons, en 1921, donc c'est fiction, quand il a 30 ans, et puis il meurt à 46 ans, donc on a 15 ans. Oui, mais là aussi, il y a peut-être 15 ans d'activité. Et puis attendez, c'est 2 guerres mondiales. Et là, la deuxième guerre, l'hitlérisme, puisque le livre commence en 1935 et que Walser meurt en 1956, on va traverser les contraintes, l'approvisionnement, les tickets de rationnement, le froid, la question de s'habiller, dimanche par dimanche. Alors, cette dernière image de Walser qu'on porte tous, c'est la neige, et dans la neige, cette silhouette allongée. Et ce côté légendaire, ce côté mythique, c'est que qu'est-ce que tu projettes, pourquoi est-ce que justement, qu'est-ce qui fait que tu projettes? Mais c'est comme si quelqu'un avait décidé là d'aller mourir. Après, justement, je crois que je l'ai là aussi, Hans Herbeck qui a passé comme ça 20 ans de sa vie et qui laisse 800 poèmes écrits dans l'univers asilaire. Mais Walser, lui, alors 1935-1956, plus de 20 ans dans cet établissement psychiatrique d'Azenau, est-ce qu'il laisse des écrits comme Hölderlin laisse, vous savez, humblement, Scardanelli? Non, il laisse rien. C'est avant. Mais chaque dimanche, peut-être pas chaque dimanche, en tout cas, nous, là, c'est toujours des dimanches. Des étés, des printemps, des automnes, des hivers. On est à la gare d'un petit patelin, Saint-Gall, je sais plus. Et puis, à 8h du matin, Selig, beaucoup plus jeune, donc Walser, descend du train. Quelquefois, il va aller le rejoindre à l'hôpital et ils vont partir ensemble. Le plus souvent, Walser est venu à pied l'attendre à son train. On va décider du programme de la journée. On va d'abord aller se faire un petit déjeuner. Et plus tard, on se fera un déjeuner. Oh, on a même les menus. Et Walser, dans son hôpital, qu'est-ce que c'est chouette de revoyer comme il est chaque fois cravaté, avec une belle chemise. Ouais, mais souvent, par exemple, ça va revenir tout le temps. Et il refuse les par-dessus, il refuse les parapluies. Quelquefois, ses pantalons s'arrêtent à mi-mollet, et puis les chaussettes sont dépareillées, et puis il a toujours son chapeau. Alors, pour Selig, c'est ça, c'est-à-dire on est le dimanche, on se balade là dans la Suisse endimanchée, et puis, tu vois, à côté de toi, avec toi, ce personnage haut en couleur, et qui porte souvent les gens autour à rire. De quoi tu ris quand tu te moques? Et quelqu'un aussi qui facilement a peur si ça bouge trop vite, s'il y a un chien, s'il y a des bruits qu'il ne reconnaît pas, si c'est des visages qui approchent et que lui ne connaît pas. À ce moment-là, très vite, cette anxiété remonte, et nous, là, on la partage au très concret. Alors, est-ce qu'on rentre aussi là dans l'établissement psychiatrique? Oui, parce que Selig, à mesure que la relation va se densifier, va devenir, disons, l'intermédiaire, enfin, on appelle ça aujourd'hui une curatelle. En tout cas, c'est lui qui sera l'exécuteur testamentaire, mais quand il s'agit d'avoir l'autorisation pour opérer une occlusion intestinale que Walser refuse, etc., à ce moment-là, toujours, Selig sera convoqué et deviendra. Alors tout ça aussi, là, tout d'un coup, on a 1935 à 1956, on a 20 ans de la vie d'un des plus grands écrivains du XXe siècle,
D'ailleurs, Max Brod, Kafka, Benjamin traversent là le livre. Mais un écrivain qui n'écrit plus, et un écrivain qui refuse qu'on lui parle de cette vie. Simplement, avec Zelig, il y a ces conversations. Et dans ces conversations, là, on a un regard de l'extérieur sur la tâche d'écrire. Mais est-ce que c'est un regard qui se fait en disant je vous parle du temps où j'écrivais et je vous parle du boulot que je faisais? Non, c'est quelqu'un qui parle au présent. C'est-à-dire qu'on découvre que dans cet hôpital, il y a des livres à disposition, donc il lit ce qu'il paraît, il connaît les auteurs, et la lecture, c'est-à-dire se souvenir aussi. Mais c'est plus que se souvenir, c'est-à-dire on le retrouve à parler de Dostoïevski et de Tchekhov et de Dickens et de Balzac. Ah, je ne veux pas aller à Paris, vous vous rendez compte, la ville de Stendhal, Flaubert et Balzac. Et donc, on a quelqu'un qui est dans l'absolu, dans le centre absolu de la littérature et qui est dépossédé du dialogue avec ça, mais en même temps, de quoi ils parleront? De rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il se fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la semaine, Robert Walser? Eh ben, c'est très codé, c'est très ritualisé, l'établissement psychiatrique d'Azenau. Le matin, on découvre par exemple qu'il n'aime pas rester inutile. Et donc, tu es hébergé dans un hôpital, eh ben, c'est normal de te rendre utile. Donc, il aide à faire le ménage, l'entretien, laver les sols. Et puis l'après-midi, tu as des heures de travail obligatoires. Alors, ça peut être trier des légumes, écosser des fèves, des haricots, vous savez, des haricots secs, là. Ou bien, plus tard, ce sera des sacs en papier. Ça, il faut amener, il y a une petite éponge, un peu de la gomme et un pinceau. Et puis, tu fermes le sac et le papier est devenu une poche, là, pour aller acheter ou empiler des pommes de terre. Et le soir, est-ce qu'il parle? Non, parce que chacun dans cet hôpital a son quant à soi. La distance qu'il exprime avec les autres, c'est aussi ce qui protège. Est-ce que les médecins l'ignorent en tant qu'écrivain? Grand écrivain, c'est encore autre chose. Non, ils ne l'ignorent pas. Mais quand, par exemple, et on traversera le 60e anniversaire de Walser, à son 60e anniversaire, il y a déjà au moins 10 ans qu'il est là, dans cet établissement. Walser accède progressivement à sa stature, par les romans, pas par les petites proses qu'on ne connaît pas encore. Mais donc à l'hôpital, ils sont très fiers. On voudrait lui en parler. À Walser, non, il l'aime pas. Ça ne les regarde pas, les gens. C'est sa vie à lui, c'est pas ce qui l'amène dans cette transaction ici de l'hôpital psychiatrique Robert Walser. Alors, dans ces promenades, alors déjà géographiquement c'est intéressant parce que on part à pied, on fait 10, 15 kilomètres, on peut faire 20 kilomètres, on peut marcher 3 heures. Ils connaissent le pays, tous les deux, ils le connaissent parfaitement. Ils savent qu'en escaladant cette colline, on peut rattraper là par tel bois, tel endroit, puis là quand on aura cette petite auberge, et puis là ce château en ruine, il y a longtemps qu'on n'y est pas allé, ou bien là, oulala, ça grimpe et c'est difficile et c'est caillouteux. Ah oui, mais quel point de vue sur le lac on peut obtenir, ou bien, et si on allait en ville? Oui, mais la ville, c'est pas souvent, parce qu'il y a la proximité, il y a beaucoup de gens. Et l'art de Zelig, une fois, il le dit, il revient d'une balade, il a perdu son carnet. C'était un carnet avec des textes personnels, des poèmes. Mais ça veut dire que les paroles de Walser, il les note là, sitôt que le soir, il reprend le train pour rentrer à Zurich, plus toute la période où il est mobilisé. Même si la Suisse reste un pays neutre dans la Deuxième Guerre mondiale, ils sont complètement partie prenante, en tout cas les gens comme Zelig. Mais pour nous, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on marche dans tous les sens, et en Suisse, ça on ne pourrait pas le faire chez nous, mais quiconque est allé à Soleure, le printemps de Soleure. Moi, je suis allé à Bienne aussi, je suis allé à Berne, j'ai souvent été accueilli en Suisse. Tu sais qu'il y a tout ce réseau très serré de petits trains, plop, tu vas ici, tu changes, tu vas là, tu reviens. Et donc, après, c'est rien du tout. C'est-à-dire que tu peux marcher à pied, partir loin, et puis ensuite, marcher, revenir à telle gare, prendre telle gare, et puis là, tu pourras revenir là. Et dans cette déambulation, c'est les paysages. C'est-à-dire que Walser parle de ce qui l'entoure. Et c'est par le paysage qui vient à évoquer, alors est-ce que tu vas
apprendre des choses sur l'enfance. Non, justement, parce qu'il a un frère, une sœur, on va les voir mourir là, mais Valser se protège. Tu peux pas accepter la mort de la sœur, donc tu feras « Ah bon, elle est morte. » Bon. Mais c'est cette relation à la marche, au paysage, à la lecture et à l'écriture, qui fait que tu lis ça comme si tu étais dans le présent de Walser, écrivain. Alors j'ai pris des petits passages. Robert me demande si ça me convient de rentrer de Gorsau à Herisau en marchant à travers champs, afin d'aérer nos têtes embrumées par le vin. Ouais, parce que il aime ça. En tout cas, une fois par semaine. C'est sa consolation, partir avec Zelig, et puis Zelig le traite bien. Ça me convient. Nous foulons la neige haute en direction d'un bois situé sur une colline, entre des sapins noirs droits comme des piquets. Nous tombons sur la borne qui sépare les cantons d'Appenzell-Rhodes extérieur de Saint-Gall. Robert la caresse doucement de la main, demande à 2 reprises « N'est-ce pas une journée charmante ?» À Herisau, nous avons encore 1h30 avant le départ de mon train. Nous hésitons à entrer au buffet de la gare. Je propose de monter au village. Robert acquiesce, joyeux. Dans le vieux centre, nous jetons notre dévolu sur la salle des 3 rois. Seule une serveuse y est assise, en train d'écrire une lettre. Il fait bon, assez sombre. Robert est à l'aise. Son visage est rajeuni, animé. Il boit coup sur coup 3 grandes brunes, tout en fumant les cigares du sergent. Une autre histoire de caserne. Pendant près d'1 heure, il évoque Berne. Ouais, j'ai vécu 8 ans, jusqu'à ce que j'ai été mis à l'écart à la Waldau, où je suis resté 3 ans et demi. Les premiers temps, j'y ai même écrit un peu, mais pas beaucoup, juste pour continuer à servir mes clients. Les revues qui te publient, servir mes clients. Ma clientèle pendant ces années bernoises, c'était surtout le Berliner Tageblatt qui me payait princièrement, la Prager Presse qui payait mal, mais elle publiait tout ce que j'envoyais. Cette confiance m'était si précieuse que les meilleurs honoraires des journaux suisses, qui ici souvent, attendez que je dise, j'ai pas dit qui a traduit ce livre, c'est Marion Graff, la même qui a traduit les nouvelles, et c'est aussi préparé, enfin il y a Peter Hoots qui a fait une postface qui est très importante pour la contextualisation. Il y a aussi un texte de Zelig lui-même sur comment ils en sont venus à faire ça. À Bienne, j'ai surtout écrit pour des revues. Vous voyez, à chaque changement de ville, j'oubliais mon passé. Je m'adaptais entièrement à mon nouveau milieu. À Berne, j'ai dû me battre pendant des années, à mon âge, sans appui. C'était pas une mince affaire, conquérir une nouvelle position. J'étais arrivé à Berne, pauvre comme job, du fait que les quelques milliers de marques que j'avais déposées dans une banque avaient fondu avec l'inflation. Je menais une vie solitaire. Je changeais souvent de chambre. J'en ai connu une bonne douzaine. Certaines étaient plutôt minables. Mes relations principales étaient les serveuses, puis les filles d'un éditeur juif, et en plus le bibliothécaire Hans Bleuch, et parfois l'écrivain A.F., qui cependant se comporta de façon éhontée. Donc Zelig nommait que les initiales. J'aurais dû lui en flanquer une. Je fournissais des efforts énormes pour remonter la pente, saisir au vol des idées, de jolies idées, mais je picolais passablement, si bien que je n'étais pas très bien vu en certains lieux. Moi, oui, vous alliez jusqu'à vous saouler pour de bon. Et comment? Les honoraires que je touchais, je les dépensais en alcool. Que ne fait-on pas quand on est seul? En fin de semaine, j'allais parfois à pied, à Bellelay, chez ma sœur Lisa. À part elle, il était rare que je voie quelqu'un de ma famille. 28 décembre 1944. Froid coupant d'un matin d'hiver sans nuages. Dans le hall, nous débattons du but de notre promenade. Robert, sans par-dessus, main bleue, joues rouges, poils blancs au menton, me demande mi-figue, mi-raisin si j'ai un plan déjà arrêté. Vous avez pensé à un but de promenade? Non, pas du tout. Appenzell. Mais c'est trop loin pour aujourd'hui. Nous pourrions monter sur les hauteurs, aller à Saint-Gall. Moi, ça vous tenterait d'aller en ville? Oui, oui, alors en route. Robert, après quelques pas, ralentissant un peu. Nous n'allons pas courir à la rencontre de la beauté. Il faut qu'elle marche avec nous comme une mère à côté de son enfant.
Mais moi, vous auriez dû vous habiller plus chaudement, monsieur Walser. Non, mais je suis rembourré des sous-vêtements chauds. J'ai toujours eu les par-dessus en horreur. D'ailleurs, j'en ai possédé un tout pareil à celui que vous portez aujourd'hui, à l'époque, à Berlin, quand je prétendais mener une vie d'homme du monde. Par la suite, lorsqu'à Bienne, à l'hôtel de la Croix-Bleue, j'ai repris la même soupente que j'avais occupée jadis, je ne me chauffais pour ainsi dire pas, même par le froid le plus mordant. Je mettais ma capote militaire, je travaillais, ni mieux ni moins bien que d'autres au coin du feu. Nous prenons la direction d'Abbeville. Les haies, couvertes de givre, sont suspendues comme d'aériens filets de pêcheurs dans le paysage esquissé à l'encre de Chine. On dirait que les arbres vont s'envoler d'une minute à l'autre, comme des haillons. Alors il y a un truc très curieux que Peter Woods développe dans la postface, c'est que ces descriptions de paysages, Selig les reconstruit avec certains des paysages écrits par Walser. Mais là, c'est un petit mystère de plus dans les strates. Est-ce qu'il y a un livre qui n'est pas constitué comme ça de strates superposées, chacune au plus loin de son projet, du projet apparent dominant, si c'est un livre qui tient. Nous retrouvons le soleil au sud comme une boule immatérielle, allée de peupliers au sommet d'une colline arrondie. Les fenêtres de quelques fermes s'allument dès que le brouillard s'effiloche. Des yeux d'argent qui exercent sur Robert une attirance magnétique. Il demande à plusieurs reprises « Est-ce qu'on y monte ?» Moi, pourquoi pas ? Ce qui vous fait plaisir m'a fait aussi plaisir. Robert, restons plutôt dans la vallée, gardons cette aventure pour plus tard. N'y a-t-il pas aussi une jouissance à lever les yeux sur ce qui est beau ? Quand on est jeune, on est avide de fêtes. On porte un regard hostile sur le quotidien. Avec l'âge, en revanche, on se fie plus au quotidien qu'aux jours fériés. Ce qui est habituel plaît davantage que l'insolite qui éveille la méfiance. C'est ainsi que l'homme évolue, et c'est bien qu'il évolue. Et là, on retrouve des thèmes évidemment très présents dans les proses de Walser. Il pleut de plus en plus fort. Un automobiliste s'arrête, nous invite à monter, nous déclinons poliment. C'est bien la première fois que ça m'arrive, mais marcher est plus sain que rouler. Bientôt les gens pourront se passer de jambes si la paresse progresse à un rythme pareil. Silence dans tous les villages, dans toutes les ruelles, seuls les chats rasent les murs. Plus tard, au buffet de la gare de Saint-Gall, pendant le déjeuner, il ajoute, en dépiotant sa sole, « Qui est un meurtrier, pouvez-vous me le dire ?» Il fixe sur moi un regard perçant. Moi, non, la frontière est trop incertaine. Lui, après une longue pause, à sa manière, un écrivain à succès n'est-il pas lui aussi un meurtrier ? Nous en venons à parler du Rodion Raskolnikov de Dostoïevski qui, sous la contrainte intérieure, assassine la prêteuse sur gage. L'un et l'autre, nous tenons ce roman pour l'un des romans noirs les plus bouleversants de la littérature mondiale. Robert dit que sans l'expérience de l'échafaud et de la Sibérie, Dostoïevski n'aurait pas pu écrire. Ainsi, beaucoup de souffrances ont néanmoins un sens. Le seul problème, c'est que souvent, nous l'ignorons. Je voudrais finir avec... évidemment, ces 3 pages où on rejoint cette image-là de la légende, la silhouette noire, allongée dans la neige. On est donc à Noël. Juste avant, on a Noël 1955. Et Noël 1956, le temps est tellement pourri, Selig est un peu malade aussi. Il laisse passer leur rendez-vous. Il le décommande, promettant à Walser d'aller le rejoindre le dimanche suivant. On fera au premier de l'an ce qu'on n'a pas fait à Noël. Un petit peu avant, on est là, 30 août 1953. Pour la première fois, Robert me fait l'effet d'un homme vieillissant, luttant contre la diminution de ses forces. Il est vrai que notre promenade sous le soleil implacable s'annonce particulièrement pénible. Notre première intention était d'aller nous baigner dans le lac de Constance. Mais à Rorschach, Robert bifurque soudain dans une autre direction, cap sur la forêt, aux senteurs de sapins, de champignons, puis à travers champs. Nous montons, redescendons. À un moment, nous traversons Aguet, un ruisseau profond. Souvent, en bordure de la forêt, Robert s'arrête aux aguets.
la main gauche à l'oreille, la tête baissée, flairant. Je pense au temps lointain de mon enfance, que nous jouions aux Indiens. Parfois, Robert se parle à lui-même, peste contre les automobilistes mal embouchés, à l'approche desquels il saute de côté, épouvanté quand nous traversons une route et il fait de grands détours pour éviter les chiens de ferme. Mais ce qui me frappe surtout chez lui aujourd'hui, c'est son pas, plus lourd, plus traînant, et les nombreux moments où il reste loin derrière moi, surtout sur les routes asphaltées, avec son moignon de cigarettin aux lèvres et son pantalon retroussé. Il a l'air Avec son moignon de cigare éteint aux lèvres et son pantalon retroussé, il a l'air d'un paysan éreinté par son ouvrage. Sur sa tête qui vers midi vire au cramoisi, il porte un chapeau en feutre gris qu'il repousse parfois de côté avec impatience. C'est-à-dire qu'on voit à partir de 53, 54, 55, Walzer avec des vertiges, des évanouissements. Noël 1956. Après la paisible matinée du 25 décembre, donc on est à Herisau, dans l'établissement psychiatrique, le déjeuner ce jour de fête est plus copieux que d'habitude. Robert, dans le cercle des autres patients, lui fait honneur. Le tintement des fourchettes, cuillères, couteaux sonne à ses oreilles comme une musique joyeuse. Et puis, il sent l'appel du dehors, de la promenade. Chaudement habillé, il sort dans la lumière cristalline de la campagne enneigée. S'éloignant de la maison de santé, il traverse un sombre passage souterrain qui le mène à la gare où, si souvent, il a attendu l'ami. L'ami, c'est évidemment Zelig qui nous raconte là. Ils iront bientôt de nouveau se promener le jour de l'an, quel que soit le temps. À présent, il veut aller au Rosenberg, là où se dresse une ruine. Il y est déjà allé plus d'une fois, soit seul, soit à deux. Du sommet, on a une vue merveilleuse sur le massif de l'Alpstein. Ce début d'après-midi est si apaisant. De la neige, une neige immaculée, aussi loin que porte le regard. N'a-t-il pas écrit un jour un poème qui se termine sur ces mots ? Il neige. On pense au libre frôlement d'une rose qui perd ses pétales. Des vers pas très réussis, mais en vérité c'est bien ainsi que l'homme devrait s'effeuiller comme une rose. Le promeneur solitaire respire à plein poumon l'air limpide. Cet air, on peut presque mordre dedans. Il est comme le corps de l'hiver. Herisau est là, en contrebas, des fabriques, des maisons, les églises, la gare. Passant entre les hêtres et les sapins, il gravit le Schauernberg. Peut-être un Schauernberg, pardon. Il gravit le Schauernberg, peut-être un peu trop vite pour son âge, mais quelque chose, un battement de cœur inhabituel, le pousse plus loin, plus haut. En sortant du Rosenwald, il débouche sur la Wartenegg, le sommet ouest du Rosenberg. De là, en traversant une petite combe, il atteindra la colline d'en face. C'est exactement les promenades qu'on fait tout au long du livre. L'envie le prend d'allumer une cigarette. Il n'y cède pas. Il réserve ce plaisir pour plus tard, quand il sera parvenu à la ruine. La descente dans la combe est assez raide. Il place les pieds en quinconce, avance sans se tenir à la barrière de bois, pas à pas, jusqu'à la petite dépression située à 860 mètres d'altitude, où il se reposera quelques minutes. Quelques mètres encore, il sera sur le replat. Il doit être environ 1h30, le soleil est diaphane, un peu pâle, rien de fort et de triomphant, plutôt une tendresse mélancolique hésitante, comme prête à céder plutôt le doux paysage à la nuit. C'est alors que le poids du promeneur marque un arrêt. Il est pris d'un vertige. De nouveau, l'artériosclérose, son médecin lui en a parlé, lui recommandant de ralentir l'allure dans ses promenades. En un éclair, il se souvient des crampes qui l'ont tourmenté lors des promenades récentes. Va-t-il subir une nouvelle crampe ? Ah, que ces choses sont pénibles, comme elles s'imposent bêtement. Mais qu'est-ce là ? Il tombe à la renverse de tout son long, porte la main droite à son cœur, s'immobilise, l'immobilité de la mort. Le bras gauche se repose le long du corps qui refroidit rapidement. La main gauche est un peu crispée, comme si elle voulait écraser dans la paume la vive, la brève douleur qui, telle une panthère, a bondi sur le marcheur. Le chapeau est tombé un peu plus haut, la tête légèrement tournée de côté. Le promeneur muet offre à présent une image d'absolue sérénité, la paix de Noël. La bouche est ouverte, comme si l'air pur et frais de l'hiver le traversait encore. C'est ainsi que deux écoliers le découvriront un peu plus tard.
Ils ont glissé à ski depuis la ferme de Burghalden, appartenant à la famille Manzer, à peine à 150 mètres de là, afin d'aller voir ce qui est couché dans la neige. Une femme qui est montée de la vallée avec son chien pour rendre visite aux parents en ce jour de Noël a rapporté que son Blaze, le chien, était curieusement agité, qu'il aboyait, tirait sur sa laisse pour s'élancer dans la pente et qu'on apercevait quelque chose d'inhabituel, de bizarre. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Allez donc jeter un coup d'œil, les garçons! Le mort, couché dans la neige sur la pente, est un poète que ravissait l'hiver et la danse des flocons espiègles légères. Un poète qui, comme un enfant, aspirait à un monde de silence, de pureté, d'amour. Dans sa poche intérieure, on trouvera 3 lettres et une carte postale adressée à son nom, Robert Walser. Carl Selig, promenade avec Robert Walser. Si vous faites la même bêtise que moi, aimez Walser, voyagez tout le temps avec Walser, mais ne pas considérer les promenades avec Walser 1936-1956, écrite par Carl Selig, traduction Marion Graff chez Zoé. Vous manquez quelque chose. Je suis content que ce livre ait rejoint les autres.